Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler envenimation chez nos chiens et chats. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un animal en urgence? Eh bien, on en parle avec mon confrère Yann Moumada, spécialiste en urgence soins intensifs. Alors, pour ne rater aucun épisode, destination des vétérinaires jeunes ou moins jeunes vétos, qu'importe, mais aussi ASV et étudiants vétérinaires. Eh bien, suivez-nous, c'est sur Veto Inside, la chaîne est gratuite. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour Yann. Bonjour Valérie. Bon Yann, c'est fréquent les cas d'envenimation chez nos chiens et chats? Alors c'est assez rare finalement, mais quand on en a, on se sent assez désemparé du fait de la rareté de la présentation. Et il faut savoir que toutes les morsures ne sont pas forcément envenimées. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ce que tu appelais morsure blanche, c'est ça? Exactement, morsure blanche ou morsure sèche. Donc il faut savoir que le venin du serpent est très précieux pour lui, donc il n'aime pas le gaspiller entre guillemets à tout va. Donc il y a à peu près 25 à 30% des morsures de vipères en Europe qui ne contiennent pas de venin. Alors, le propriétaire arrive souvent à... Alors, soit il a vu le serpent, justement, mordre son animal, soit au contraire, il ne l'a pas vu. Donc, il peut être parfois dans des états extrêmement inquiets. Oui, tout à fait. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité chez un animal quand le propriétaire sait nous dire qu'il a été mordu par un serpent? Oui. Donc la première chose, c'est de trouver le site de morsure parce qu'on a quand même deux crochets assez caractéristiques sur la mâchoire supérieure du serpent qui viennent perforer la peau. Donc très souvent, en fonction de la zone lésée, donc chez le chien, c'est plus souvent la face du fait de leur comportement assez explorateur qui vont fouiller dans les buissons. Chez les chats qui sont plutôt distants, c'est plutôt les membres qui vont être mordus. Et d'ailleurs, ça impacte aussi la gravité de l'envenimation. Les chiens ont une mortalité plus élevée du fait qu'ils sont mordus près de la face, alors que les chats beaucoup moins. Donc d'une part, pour moi, c'est de tondre l'animal pour essayer de trouver la zone enflée, gonflée et voir s'il y a des points d'entrée. Et après, comme on le disait, c'est vraiment d'évaluer l'animal et son statut critique ou non. La plupart du temps, le venin met quand même un petit peu de temps à agir, mais il faut quand même évaluer le statut cardiovasculaire du patient pour voir s'il est en choc, pas en choc, avant de s'attarder sur la lésion primaire. Alors justement, tu mets combien de temps à peu près pour diffuser le venin chez un animal qui a été mordu? Parce que les propriétaires en général arrivent quand même assez rapidement. Oui, c'est ça. En général, ils viennent directement. Les premiers signes d'envenimation sont des nausées, des vomissements, des animaux qui sont très tachycardes, qui sont quand même assez stressés, assez douloureux. Et ça apparaît autour de 20-30 minutes après la morsure. Et on peut avoir le venin qui est actif les premières heures après la morsure. Donc on peut vraiment avoir un animal qui arrive plutôt stable, sain, entre guillemets, à part de la douleur, et qui décompense petit à petit au fur et à mesure des heures. Alors, quand on a établi, on a posé ce diagnostic, on est certain qu'il s'agit d'une morsure de serpent, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité si l'animal est dans un état, on peut dire, assez stable? D'accord. Donc s'il est assez stable, la question reste quand même présente de savoir si le venin est présent ou non. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est tondre la zone, bien la désinfecter et observer les premiers signes de gonflement, parce qu'un animal qui est mordu avec du venin qui diffuse va avoir un gonflement, de la douleur, de la chaleur, de la rougeur. Donc ça, c'est vraiment les premières choses. Tandis que s'il n'y a pas de venin, on aura simplement une petite plaie, 2 points d'entrée qui ont peu de risque de s'infecter. Ça, c'est la première chose. Et après, j'aurais tendance à proposer un bilan de base pour voir à T0 les paramètres vitaux de l'animal. Donc les paramètres rénaux, une biochimie complète, et la numération formule sanguine, puisque les vipères en Europe sont plutôt hémotoxiques. Donc on aura plutôt des problèmes de coagulation, des problèmes de globules rouges, tandis que d'autres espèces de serpents un peu plutôt tropicaux ont aussi des valences neurotoxiques. D'accord, et donc justement c'est pour ça que chez un animal, imaginons c'est un chien ou un chat cardiaque qui s'est fait mordre par un serpent, là le pronostic est quand même moins bon. C'est ça, le pronostic est moins bon du fait de la comorbidité de la cardiopathie, donc parce que quand on se fait mordre, quand on est envenimé, tout de suite on va activer le système sympathique, donc la fréquence cardiaque va s'emballer, la pression artérielle s'emballe aussi, donc pour un animal qui a déjà un cœur souffrant, qui est peut-être à la limite d'être compensé, le fait de stimuler son système sympathique, de le rendre tachycarde, ça peut vraiment le faire décompenser rapidement. Donc on peut se risquer à des œdèmes pulmonaires ou des troubles du rythme qui peuvent être présents même sur des animaux sains mais qui peuvent être exacerbés sur des cardiopathes. Alors si je suis dans le cas de ce chien cardiopathe, on va pas pouvoir avoir tous les cas possibles avec toi, mais bon, heureusement c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fréquent, mais l'idée c'est que nos confrères et nos consoeurs qui nous écoutent soient moins démunis quand un cas arrive. On est chez un chien ou un chat cardiopathe. On a identifié qu'il avait été mordu par une vipère. Qu'est-ce que tu conseilles de faire en priorité? Donc d'abord, effectivement, pareil, tondre la zone, faire un bilan de base biochimie, numération formule pour avoir vraiment une valeur à T0 pour pouvoir le suivre en hospitalisation. Et après, j'aurais tendance à évaluer rapidement la fonction cardiaque. Donc ausculter le cœur, vérifier la fréquence cardiaque et voir s'il y a des signes d'œdème pulmonaire déjà présents. Donc ausculter s'il y a des crépitants ou non,
Si on arrive à faire une mesure d'AGAO, ça peut être intéressant pour savoir si l'atrium est dilaté, si le chien est à risque de décompenser ou non. Et après, c'est vraiment le suivi qui fera les choses, je pense. J'aurais tendance à suivre la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les premiers signes d'œdème pulmonaire. Et pour ce qui est du reste, je le prendrai en charge assez classiquement. Antidouleur, observer la zone lésée et voir s'il y a des décompensations de type coagulopathie qui se déclarent par la suite. Alors sur un animal qui arrive, parfois, tu sais, on entendait dans les conseils donnés aux propriétaires, dès qu'il a été mordu, faites un garrot. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile selon la zone mordue. Et parfois, il y a des cas qui peuvent être assez problématiques. Exactement. Donc là, tu as déjà vu, j'imagine, aussi des cas arriver avec des garrots qui auraient potentiellement été trop serrés ou autre. Oui, c'est sûr. Alors c'est vrai qu'avant, on préconisait le garrot ou même les aspi-venins. Alors ces techniques-là sont de plus en plus controversées, voire même contre-indiquées. Le fait de mettre un garrot, ça va piéger le sang dans la partie distale de la zone touchée. Donc déjà, il faut que ce soit un membre. Sinon, si c'est au niveau de la face, c'est pas possible. Sinon, tu étrangles l'animal. Exactement, c'est ça. Mais ensuite, le garrot a beaucoup d'effets délétères, c'est-à-dire que quand on va relâcher le garrot, en fait, on s'expose à la libération de radicaux libres, de toxines qui se sont accumulées et un venin qui va être encore plus actif parce qu'en fait, on aura une grosse remontée de sang dans le système central. Donc j'aurais vraiment tendance à déconseiller le garrot parce qu'il y a trop de gravité liée à ça. Et pour l'aspi-venin, c'est un peu la même chose. On a tendance à croire que aspirer le venin sur le site de morsure est bénéfique. En fait, on aspire une quantité vraiment minime, donc c'est pas très intéressant. Et lorsqu'on va relâcher la pression de l'aspi-venin, à l'inverse, on va avoir une extravasation du venin qui va diffuser encore plus rapidement. Donc finalement, mauvaise idée. Exactement. Après, donc sur des cas qui sont stabilisés, en général, toi, les complications que tu as été le plus amené à voir, oui. Et combien de temps il t'a fallu pour justement arriver à t'assurer que l'animal était bien stabilisé, que tu pouvais le rendre au propriétaire, oui. Mais des cas les plus complexes que tu as été amené à gérer? Alors j'ai eu quelques cas pendant ma résidence de spécialisation. J'ai eu un cas où je me rappelle très bien qui a commencé à développer une anémie à peu près 24 heures après la morsure. Donc une anémie avec une perte de plaquettes également et des temps de coagulation à la hausse, donc on a dû lui transfuser du plasma et cet animal-là s'en est sorti au bout de 4 à 5 jours d'hospitalisation. J'estime que si au bout de 24-48 heures il n'y a aucun signe, que la numération de formule sanguine est normale, qu'il n'y a pas de problème de coagulation, on pense qu'on est tiré d'affaire. Et si par contre on estime qu'il y a vraiment une envenimation, je pense qu'au bout des 24-48 heures, les signes apparaissent. Donc, anémie, thrombopénie et vraiment des diathèses hémorragiques assez majeures. D'accord. Bon, en tout cas, d'après l'étude américaine dont tu parlais, parce que c'est la seule à date qui a vraiment été publiée récemment, tout à fait. Tu as des chiffres que tu voulais nous partager éventuellement de cette étude? Alors, la mortalité, effectivement, chez le chien, elle oscille entre 0,5-0,6% à jusqu'à 18%. Et chez le chat, il me semble que c'est un peu moins de mortalité, plutôt aux alentours de 16-15%, parce qu'ils sont plus souvent mordus au niveau des extrémités distales, moins proches des artères centrales de type carotide, moins proches de la face, donc moins à risque aussi de faire des œdèmes de Coinck, mais estimé une mortalité entre 0 et 20% de manière assez large. Et les séquelles les plus souvent rencontrées? Alors les séquelles, on peut avoir des insuffisances rénales aiguës aussi qui se déclarent. En général, tout ce qui est coagulation, si on arrive à traiter le problème avec du plasma et traiter la coagulation, traiter les diathèses hémorragiques, en général, il n'y a pas de complications attendues. Par contre, si on a vraiment une lyse musculaire importante avec des libérations de pigments dans le sang, ça peut vraiment affecter les reins. Et on peut être exposé à des insuffisances rénales chroniques à terme sur des patients qui ont été envenimés. D'accord, et qui n'avaient rien à la base. Exactement, tout à fait. D'accord. Et des amputations? Alors des amputations, j'ai jamais eu le cas, mais c'est sûr qu'on peut en avoir parce qu'en fait dans le venin des vipères françaises et européennes, on a des hyaluronidases, des phospholipases qui ont vraiment un pouvoir nécrotique et cytotoxique. Donc on peut avoir des nécroses de la patte et après l'évolution dépend beaucoup la prise en charge dépend beaucoup de l'évolution. Il faut cesser quelques jours pour voir s'il y a une perte de substance importante, voir si on peut faire un lambeau de peau greffé ou autre. Mais s'il y a vraiment une grosse perte de muscle qu'on ne peut pas refermer, je pense que l'amputation peut se décider avec les chirurgiens. On peut être amené à demander parfois au propriétaire combien de temps l'animal est resté en contact avec la vipère, combien de temps elle a mordu. Est-ce que c'est un critère d'importance sur la gravité ou pas du tout finalement? Alors je pense que oui. Alors d'une part déjà, il faut vraiment demander au monsieur s'il a réussi ou la madame si elle a réussi à identifier la vipère ou la couleuvre, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu, qui peuvent attester avec 100% que c'est une vipère. Et ensuite, la rapidité de la morsure, en général les morsures blanches ou sèches, comme on le disait, sont beaucoup plus frustes, beaucoup plus rapides. Là où la vipère inocule son venin, c'est vrai qu'elle reste un petit peu accrochée pour libérer ses glandes salivaires. Donc c'est vrai que le temps de morsure est important, mais ça reste quand même très frustre, c'est quelques secondes et très, très rapide. Donc c'est pourtant souvent difficile pour les gens de déterminer ça. Et c'est plus grave quand c'est un chiot ou un chaton chez qui ça survient? Est-ce qu'il y a une diffusion plus rapide du venin du fait de la taille de l'animal? Est-ce que finalement le pronostic vital est plus sombre? Alors je dirais que le pronostic vital
dépend surtout de leur côté explorateur. On va dire que les jeunes animaux sont assez insouciants, vont explorer, farfouiller un petit peu partout. Donc je pense que c'est surtout lié à ça. Les jeunes chiots se font souvent mordre près du visage, de la langue, les babines, alors que les vieux animaux, entre guillemets, sont plus précautionneux. Après, pour la récupération, j'estime qu'ils sont même ont un peu plus de capacité de récupération, de cicatrisation qu'un vieil animal avec des comorbidités. Donc je dirais que c'est plutôt leur côté explorateur qui va leur jouer des tours, plus que leur physiologie. Et tu as des cas aussi où des propriétaires arrivent et on fait une automédication, un peu maison, avec des grosses erreurs. Et il faut absolument dire à nos confrères et nos consoeurs qui nous écoutent, surtout poser cette question. Oui. Parce que parfois, ça peut engendrer une difficulté à prendre en charge l'animal. Il faut vite rétablir le tir. Ouais, alors je réfléchis comme ça, j'ai pas de choses qui me viennent, à part vraiment les garrots, je pense que c'est la seule chose que j'ai eue en urgence qui m'a posé souci. Après, t'en as jamais qui vont aller donner de l'aspirine par exemple à leur animal en se disant allez c'est bon, on va essayer de faire diminuer la douleur. Ça m'est arrivé quand je travaillais au centre antipoison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui donnent du Doliprane sans trop se poser de questions, sans savoir que c'est toxique. Donc ça pour les chats vraiment à proscrire, mais vraiment sévèrement. Pour le chien c'est un peu plus controversé. On a des doses qui peuvent se donner sans qu'il y ait de toxicité, mais c'est quand même des doses assez faibles. Donc moi je recommanderais de ne pas donner de médicaments à son chien sans savoir. Mais effectivement le paracétamol ça reste la chose toxique pour le chat. Et on a quand même souvent des intoxications par paracétamol iatrogènes. Bon, en tout cas, un grand merci Yann merci à toi. Pour tes lumières. Déjà, ça, on sera un peu moins stressé quand on en voit arriver en clinique. Et c'est vrai que ce sont des cas, certes rares, c'est sûr, oui. Mais quand ils arrivent, on a quand même un petit stress qui survient. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez été intéressés par ce sujet sur les envenimations chez nos chiens et nos chats. Certes, pas très fréquentes en France, mais néanmoins qui peuvent alerter énormément les propriétaires d'animaux et puis également nous, équipe vétérinaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside. La chaîne est gratuite. Elle est pour vous, vétérinaires, mais également jeunes vétos et ASV. Allez, à très vite sur Veto Inside.